Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. 13 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en RDC, parmi lesquelles 5 millions d'enfants. L'OPAM tire la sonnette d'alarme. Il s'agit de la deuxième plus grande crise alimentaire dans le monde, après le Yémen. Toujours pas de paix en Libye, où la bataille pour la capitale a connu un nouveau tournant ce week-end, avec la prise d'une ville clé par les forces gouvernementales. La correspondante de la VOA est à Tripoli pour nous en dire plus. La diaspora soudanaise se joint au mouvement de contestation dans son pays d'origine. Elle exige un transfert du pouvoir aux civils. Nous avons suivi des manifestants à Chicago. Bonsoir. Le Niger encore frappé par les djihadistes. Cette fois, c'est le camp militaire d'Inat, situé près de la frontière avec le Mali, qui a été pris pour cible par des hommes armés. Ceux-ci sont venus à bord de véhicules et de motos. 18 soldats ont été tués et 4 autres sont portés disparus. Cette attaque survient au moment où Niamey accueille dès jeudi un sommet de l'Union africaine. Une rencontre qui doit réunir une cinquantaine des chefs d'État et de gouvernement. La capitale nigérienne, déjà habituellement fortement militarisée, fait l'objet d'un déploiement de forces spéciales en vue de cet événement que les autorités considèrent comme important pour l'image du pays. Pour Moussa Aksar, journaliste et expert des questions de terrorisme, tout laisse croire qu'il s'agit d'une attaque de représailles. Il a été joint à Niamey par Bagassi Koura. C'est une action de représailles parce que, si vous vous rappelez, un coup leur a été porté et ils voulaient mener une action d'éclat pour avant les cérémonies de l'Organisation de l'Unité africaine qui doit se tenir ici à Niamey. Ils veulent faire un coup d'éclat. C'est pour cela qu'ils ont cherché à attaquer des postes isolés pour faire plus de mal. Et là, nous attendons vraiment le bilan du gouvernement. En ce moment, nous allons nous situer beaucoup plus d'analyse sur cette question-là. Mais aussi, les actions militaires doivent être menées avec plus d'énergie, surtout ne pas laisser la place à ces djihadistes-là pour qu'ils viennent occuper le terrain qu'ils ont perdu. Et c'est ce qui s'est passé tout récemment. Ce qui s'est passé à Tongo Tongo 1, 2, plus Inates, vous vous rappelez que même le chef de cette localité a été tué par les terroristes il y a de cela un mois. Et puis, pas moins de 45 personnes sont mortes et plus de 100 autres ont été blessées dans le centre du Nigeria lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui a par la suite explosé. C'est ce que fait savoir ce mardi le commandant Aliyu Baba, responsable de la sécurité routière de l'État de Benue, dans lequel cet incident a eu lieu. La paix n'est toujours pas revenue en Libye. La bataille pour Tripoli a connu un autre tournant ce week-end avec la prise d'une ville clé, Garian, par les forces du gouvernement. Mais l'avenir du pays reste en jeu car les conflits entre les parties belligérantes vont probablement s'intensifier. Plus d'informations avec ce reportage de Heather Murdoch, envoyé spécial de VOA en Libye. Le récit est de Blanche Sanou. La semaine dernière, les forces fidèles au gouvernement occidental libyen, soutenues par la communauté internationale, ont repris la ville de Garian, située dans le nord-ouest du pays. La Libye est dirigée par deux gouvernements distincts depuis environ 5 ans. D'un côté, le gouvernement occidental de renommée internationale, connu sous le nom de gouvernement de l'accord national, est basé à Tripoli, la capitale. Et le maréchal Khalifa Haftar, à la tête de l'armée nationale libyenne à l'est, dit qu'il soutient l'unité nationale. Les soldats du gouvernement et les habitants de Tripoli préviennent qu'une victoire de Haftar ramènerait le pays sous une dictature. Par ailleurs, ils préconisent l'union des deux belligérants pour que la Libye puisse aller de l'avant.
En ce qui concerne les institutions militaires, la sécurité nationale et les questions d'immigration, nous devons être centralisés. Mais en ce qui concerne les services publics et la sécurité locale, nous devons être décentralisés. Plus de 650 personnes ont été tuées et 94 000 personnes ont été déplacées par cette guerre. L'armée de Haftar s'est engagée à exercer des représailles contre Tripoli et ses alliés internationaux. Au Soudan, le principal mouvement de la contestation ne baisse pas les bras et entend continuer de faire pression sur les généraux au pouvoir. Il appelle à la désobéissance civile le 14 juillet dans tout le pays. Un appel qui intervient au lendemain d'une manifestation de masse organisée dimanche et à laquelle des dizaines de milliers de personnes ont pris part à travers le pays pour que le Conseil militaire remette le pouvoir aux civils. Lundi, la France a déploré les violences de la veille, appelant les deux camps à progresser de bonne foi dans les négociations et à aboutir au plus vite à la formation d'un gouvernement conduit par les civils. La diaspora soudanaise n'est pas en reste. Les Soudanais du monde se mobilisent eux aussi pour montrer leur solidarité avec les manifestants de leur pays d'origine. Ici, aux États-Unis, ils sont nombreux à battre le pavé pour exiger un transfert du pouvoir aux civils. Jason Patenkin est allé à leur rencontre à Chicago. Le récit est de Raïssa Gironda. Les rassemblements qui ont lieu à Chicago et dans d'autres villes soutenaient les manifestations qui se sont déroulées dimanche au Soudan, notamment la marche du million. Nous nous tenons aux côtés de nos frères et sœurs soudanais qui se rassemblent pour la marche des millions, pour à nouveau se lever contre un régime militaire oppressif et brutal au pouvoir depuis plus de 30 ans. Je sais que ce qui se passe au Soudan ne peut pas passer inaperçu. Des gens meurent pour défendre leurs droits et leurs libertés fondamentaux. Dimanche marquait le 30e anniversaire du coup d'État militaire au Soudan, qui a mis fin à un régime démocratique et a amené Omar el-Béchir au pouvoir. Le régime de Bachir a été accusé de corruption, d'atteinte aux droits humains et d'un génocide présumé dans la région du Darfour. Son armée l'a destitué en avril dernier à la suite de manifestations de masse, mais les généraux refusent de céder le pouvoir à un gouvernement civil. Nous savons ce qui s'est passé au Darfour, à Khartoum et dans tout le pays où des personnes sont assassinées, violées et il n'y a pas de justice. Nous essayons donc d'attirer l'attention sur ça et nous espérons que plus de gens nous soutiendront, la communauté internationale, que ce soit les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, vraiment toute l'attention que nous pouvons obtenir pour pouvoir aider la population au Soudan. C'est ce que nous souhaitons obtenir. Une aide internationale pour les manifestations au Soudan a été organisée en ligne avec le hashtag #BlueForSudan, encourageant à porter du bleu pour montrer sa solidarité avec les manifestants soudanais. À Chicago, même les non-soudanais se sont joints à la cause. Des gens sont tués, c'est horrible. Une personne, un email, un appel téléphonique peut tout changer. Appelez vos sénateurs, envoyez-leur un email, suivez les hashtags sur les réseaux sociaux. Tous en bleu pour le Soudan. Avec un soutien croissant dans le monde entier, les efforts qui visent à rétablir un régime civil au Soudan sont loin de s'affaiblir. 13 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, parmi lesquelles 5 millions d'enfants. C'est en tout cas les chiffres publiés par le Programme alimentaire mondial. L'organisation tire la sonnette d'alarme. Elle a annoncé également qu'elle va accroître son aide pour secourir 300 000 déplacés en Ituri, une province du nord-est de la RDC où des violences en juin ont fait fuir des dizaines de milliers de personnes. Le point avec Irénée Herman Umbo. Il y a urgence selon le PAM. Le programme compte porter une aide significative aux déplacés de l'Ituri. Son objectif, atteindre au moins 300 000 personnes contre 116 000 qui bénéficient actuellement d'une aide alimentaire et financière de l'organisation. Les violences dans le territoire de Djougou en Ituri ont fait au moins 160 morts ces dernières semaines selon le bilan des autorités de la province. Plusieurs milliers de personnes ont dû fuir ce climat d'instabilité sécuritaire selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La région a également été le théâtre d'un conflit entre les communautés Emma et Lendu.
Entre 1999 et 2003, des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans cette province riche en or, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Ebola vient exacerber cette situation. La province est aussi touchée par le virus qui vient bousculer les habitudes de survie dans cette région. De nombreuses victimes des violences souffrent de malnutrition et ont été contraintes de déménager à maintes reprises. Selon le PAM, des évaluations récentes montrent que la faim s'aggrave énormément en Ituri. Toujours selon l'organisation, la crise alimentaire qui sévit en RDC est la deuxième plus importante au monde, juste derrière celle au Yémen. Pour l'organisation, quelques 13 millions de Congolais vivent dans l'insécurité alimentaire, dont 5 millions d'enfants. Pour approfondir cette actualité, direction Genève en Suisse où nous attend Hervé Véroussel, porte-parole du Programme alimentaire mondial. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Irénée Hermanumbo, mon collègue le disait tout à l'heure, il a mentionné insécurité, virus Ebola. Y a-t-il d'autres facteurs qui précipitent le pays dans cette crise ? D'une part, des mauvaises récoltes, énormément d'insécurité, les problèmes de santé comme Ebola qui créent, surtout dans le nord-est dont nous parlons, des problèmes réels. Tout cela mis ensemble font que malheureusement les récoltes ne sont pas aussi bonnes, les marchés ne sont pas bien approvisionnés, les gens n'ont pas l'argent qu'ils espéraient avoir puisque l'emploi et l'économie ne vont pas bien. Et donc l'insécurité alimentaire, malheureusement, comme l'a dit votre collègue, touche aujourd'hui 13 millions de personnes en République démocratique du Congo, la seconde plus grande crise alimentaire au monde après le Yémen. Justement, votre organisation indique qu'il s'agit de la deuxième plus grande crise alimentaire dans le monde après le Yémen. D'où tenez-vous vos estimations? Je crois que beaucoup de nos téléspectateurs qui se trouvent en RDC souhaiteraient savoir si les chiffres que vous avancez ne sont pas un peu exagérés. Non, d'abord, je dirais Mboté Sangonini à ces gens qui nous regardent de RDC. Et en fait, elles sont basées sur un rapport qui s'appelle le rapport IPC. C'est un rapport très sérieux qui est réalisé entre le gouvernement, le PAM, la FAO, UNICEF, l'ensemble des agences des Nations Unies, en fait, mais également les ONG. Bien sûr, vous classifiez ensuite ces 13 millions de personnes en groupe 1 à 5. Donc, il y a différentes gravités dans ces 13 millions de personnes. Il faut noter que 5 millions d'enfants sont mal nourris de façon aiguë, donc c'est de façon très, très importante. Et là où nous tirons la signal d'alarme ce soir, c'est vraiment dans le nord-est du pays, dans la province d'Ituri, une province malheureusement également touchée par Ebola, où énormément de déplacés ont vu le jour à cause des problèmes interethniques de sécurité et de conflits. Et nous allons là... Oui. Très très rapidement, vous comptez donc allouer, vous faites appel aux aides, vous avez besoin d'argent. Comment allez-vous dispenser cette aide et que peut faire le gouvernement congolais ? Oui, nous avons besoin de 155 millions de dollars entre maintenant et la fin de l'année pour l'ensemble de nos opérations dans le pays, dont 35 millions de dollars pour notre aide à la lutte contre Ebola, puisque nous sommes très présents là également. Nous faisons donc un appel à nos donneurs actuels, tels l'Union européenne ou l'Allemagne ou d'autres, mais également à des nouveaux donateurs. Et nous allons aider principalement dans le nord-est 300 000 déplacés à cause des problèmes de sécurité, à cause des problèmes de conflits interethniques. Hervé Véroussel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Programme alimentaire mondial. J'ajoute à votre suite que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient d'achever une visite de 3 jours en Ituri. Il a dénoncé une tentative de génocide et un complot derrière les récents massacres des civils. Ça ressemble vraiment à un complot et maintenant, le plus important, c'est de savoir qui en sont les commanditaires. Et ça, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout pour connaître la vérité, a-t-il ajouté. Et puis, l'Iran ne doit pas céder à l'émotion et le pays doit respecter les dispositions essentielles de l'accord signé à Vienne en 2015 sur le nucléaire, malgré les pressions américaines. C'est l'appel lancé ce mardi par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Il a aussi appelé les Européens à tenir leurs promesses et à tout faire pour que le mécanisme qu'ils ont créé pour permettre aux entreprises européennes de continuer de travailler avec l'Iran malgré les sanctions américaines soit réellement opérationnel. Téhéran avait annoncé hier le dépassement de la limite imposée à ses réserves d'uranium enrichi. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique au sommaire. Retour sur la 4e édition du Festival du film africain du Texas, où plus de 70 films étaient en sélection officielle cette semaine. Thierry Kaori revient des lieux. Nous irons au Zimbabwe, où l'économie a du mal à décoller malgré les promesses des autorités de tout faire pour séduire plus d'investisseurs étrangers. Cannes 2019 en Égypte, le Bénin et le Ghana ont obtenu leur qualification pour les 8e de finale. Yacouba Ouedraogo revient sur ces rencontres dans un instant. À présent, parlons économie et c'est avec Eric Manirakiza qui nous a rejoint sur ce plateau. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. On parle d'abord de la consommation de viande en forte augmentation au Nigeria, ce qui fait la belle affaire des éleveurs maliens. Le Nigeria constitue 50% des consommateurs de viande bovine dans l'espace CEDEAO. 380 000 tonnes de viande de bœuf par an et ce chiffre devra se multiplier par 3 d'ici 2050. Le pays doit donc importer plus de 25% de viande bovine, constituant le débouché d'une partie significative de l'élevage sahélien via le commerce direct ou la transhumance à finalité commerciale. Les peuples du Mali en profitent bien sûr, malgré la distance qu'ils doivent parcourir. Suivez. C'est difficile de vendre mes vaches au Mali ou au Niger. Quand je viens sur ce marché international du Nigeria, je les vends facilement et je gagne beaucoup d'argent. Je préfère toujours venir ici malgré la longueur du trajet. Voilà, cet éleveur que vous venez de suivre a fait plus de 500 km avec son troupeau en 10 jours pour atteindre le marché d'Ilela dans le nord du Nigeria. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les prix varient entre 350 et 1000 euros selon la taille et l'état de santé de l'animal. Des particuliers, des intermédiaires et des supermarchés convoitent tous l'achat des 1000 vaches arrivant au marché de Lagos tous les jours. John. Autre information, Eric, le premier vol Qatar Airways entre Doha et Mogadiscio a atterri à l'aéroport international Aden Abdoul de la capitale somalienne. La desserte de Mogadiscio en Somalie a débuté lundi, le 1er juillet. La route sera proposée à un Airbus A320 en partance vers Doha. Les Qataris rejoignent une liste croissante d'entreprises de transport aérien étrangères qui ont commencé à exploiter des vols pour la Somalie ces dernières années. Et je suis vraiment honoré d'être ici aujourd'hui pour inaugurer notre nouvel itinéraire. Nous avons répondu à la demande croissante de clients pour la Somalie et à partir d'aujourd'hui, nous ferons un vol 3 fois par semaine entre Mogadiscio et Doha. L'aéroport de Mogadiscio est l'un des plus sûrs de la région, mais certains pensent peut-être qu'il n'est pas très sûr. C'est extrêmement sûr et c'est pourquoi nous avons des compagnies comme Qatar, Ethiopian Airlines, Djibouti et autres. Voilà John, peut-être Mogadiscio ta prochaine destination pour les vacances. Pas de Qui sait. Merci Eric Manirakiza. On vous retrouve donc la semaine prochaine. L'économie zimbabwéenne a toujours du mal à décoller. Pourtant, lors de la prise de ses fonctions comme président du Zimbabwe en 2017, Emmerson Mnangagwa a signé des accords promettant des milliards de dollars en investissements étrangers pour relancer l'économie moribonde du pays. Malgré cette démarche, rien ne s'est matérialisé. Les responsables reconnaissent que beaucoup reste à faire pour que les investisseurs injectent de l'argent dans de nouveaux projets. De la ville de Bulawayo, le reportage de Columbus Mavungu, rendu ici par Eric Manirakiza. Cold Storage Company est une entreprise publique. À son apogée, elle était le plus gros exportateur de bœufs africains vers les pays de l'Union européenne. Actuellement, cette société ne produit plus rien et ses congélateurs sont vides. Un investisseur britannique a exprimé son intérêt à reprendre la société, mais les détails sont encore peu précis.
Zelifa Moyo, âgée de 45 ans, est mère de 2 enfants. Elle espère que la société rouvrira bientôt. Si CSC, la société de stockage à froid, rouvre, je vais chercher du travail dans le nettoyage, car vendre des marchandises ne me permet pas d'obtenir des profits pour survivre. La situation est si sombre que le Fonds national de développement de la jeunesse du Zimbabwe, basé à Bulawayo, ne dit plus aux jeunes de compter sur les investisseurs étrangers pour créer des entreprises dans cette partie du pays. Pour nous, il s'agit d'inciter les jeunes à faire preuve de créativité, car les investisseurs veulent aussi voir ce que font les habitants pour investir dans leur propre économie. Vous savez, cela coûte cher aux jeunes de se lancer dans les affaires, et encore plus pour que les étrangers s'y lancent aussi. Selon l'économiste Stephen Okule-Dlamini, les autres éléments qui découragent les investisseurs au Zimbabwe sont l'instabilité économique, la corruption et les lois anti-investissement hostiles aux investisseurs, y compris une loi qui exige de l'actionnariat majoritaire dans toutes les entreprises du pays par des Noirs du Zimbabwe. Il dit que cela doit changer. Les expériences précédentes avaient révélé de nombreuses incohérences dans les politiques menées et les investisseurs ne l'ont pas encore oublié. Nous devons maintenant les convaincre que nos politiques sont cohérentes et qu'ils doivent les respecter pendant une période donnée. Le président Mnangagwa a mis en place un comité consultatif pour apporter des éclaircissements concernant les préoccupations des investisseurs. Busia Moyo est un industriel et membre du comité consultatif. Selon lui, il faudra du temps pour renforcer la confiance des investisseurs après le régime autocratique du président Robert Mugabe. Nous voyons beaucoup de touristes, nous avons des investisseurs qui nous appellent maintenant. Oui, ils ne font que prendre des engagements, mais ils commencent à se renseigner maintenant. Alors qu'avant, personne n'appelait, personne ne demandait, et nous parlons de très grandes institutions. Les Zimbabwéens veulent maintenant voir des actions sous forme de croissance de l'emploi et de stabilité des prix. Pour la plupart d'entre eux, qui ont souffert pendant 20 ans d'une économie chroniquement mauvaise, ce genre de changement ne peut arriver trop tôt. Vous avez certainement reconnu la voix de Abdourahmane Dia et on retrouve Yacouba Ouedraogo, c'est pour parler de sport. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Les derniers matchs de la phase de poule de la CAN Égypte 2019 se disputent en ce moment. Dans le groupe E, le Mali mène 1-0 devant l'Angola depuis la 37e minute grâce à un but d'Amadou Haïdara. C'est la pause. Au même moment, la Tunisie est pour le moment tenue en échec par les Mourabitounes mauritaniens, 0-0. Mais déjà, un peu plus tôt, le Ghana a doublé sur le fil le Cameroun, tenant du titre deuxième, et le Bénin pour terminer en tête de leur poule F. Les Black Stars, vainqueurs de la Guinée-Bissau 2-0 à Suez, passent devant les Camerounais, tenus donc en échec par les Béninois 0-0 à Ismaïlia. Le Ghana affrontera en 8e le deuxième du groupe E, celui du Mali et de la Tunisie. Avec 3 points, les Béninois sont assurés de figurer parmi les 4 meilleurs troisièmes et disputeront le premier 8e de finale de leur histoire face aux Lions de l'Atlas d'Hervé Renard. Du lot donc pour les écureuils. Toujours dans l'actualité de la CAN, le président malgache Ange Radjoel a affrété un avion spécial de 480 sièges pour les supporters de l'équipe nationale qui souhaitent assister dimanche en Égypte au match des 8e de finale. Le voyage n'est cependant pas gratuit. Il faut débourser 525 € pour le billet aller-retour qui inclut les repas, l'eau, le ticket du match et le transfert aéroport-stade. Le président Radjoel a annoncé qu'il se rendrait en personne en Égypte pour le 8e de finale. Les Barrias ont réalisé un exploit dimanche en terminant premier de leur groupe et se qualifiant pour la première fois de leur histoire à une phase finale à élimination directe. Merci Yacouba. Voilà, John, demain on aura le temps de revenir sur toutes ces oppositions des 8e de finale. Voilà, merci. On continue dans ce journal. Cette fois, les rideaux sont tombés sur la 4e édition du Festival du film africain du Texas. Plus de 70 films étaient en sélection officielle cette année et une trentaine d'entre eux ont été projetés durant 3 jours. La grande cérémonie de récompense qui s'est déroulée dimanche dernier a vu la participation des différentes communautés africaines du Texas. Une soirée riche en couleurs au cours de laquelle une vingtaine de trophées ont été décernés aux lauréats dans les différentes catégories.
De retour de Dallas, le compte rendu de Thierry Kaoré et Kamiti Kibayazi. À cette cérémonie, les organisateurs et les participants ont vu les choses en grand. Tapis rouge, séance photo, la soirée a drainé du monde venu des 4 coins du Texas. Parmi les 70 films soumis à l'appréciation du jury, le film Sema du Tanzanien Timothy Kora arrache la part du lion avec 2 prix. Celui du meilleur directeur et du film le plus suivi sur Netflix. Cela montre que nos amis peuvent voir notre travail et qu'on fait du bon travail, qui mérite un trophée. On mérite vraiment de l'avoir. Le jury a regardé le film, on a gagné, c'est une joie et une gloire pour la Tanzanie. Le trophée du meilleur jeune talent est revenu à Anna Amboshi de Chicago pour son film Made in His Image, tiré de sa propre histoire. Elle, qui a été maltraitée depuis son jeune âge, veut que tous les enfants qui se sentent brimés puissent se confier et trouver de l'aide. En réalité, je n'ai rien dit à personne avant 1 an et je pense que cela m'a vraiment troublée. Dites à quelqu'un de confiance, sachez que vous êtes jolie, peu importe ce que les autres disent de vous, et sachez que vous êtes aimée. Last Night du réalisateur nigérien Andy Boyo, tourné avec un seul acteur, remporte donc le prix du meilleur acteur. C'est un film dont je voudrais qu'il soit reconnu comme le tout premier film tourné avec un seul acteur en Afrique. Ils en ont fait un au Royaume-Uni, ils en ont fait un autre aux États-Unis. Donc ça, c'est celui de l'Afrique. Des attestations de reconnaissance et des médailles ont été également remises à différentes personnalités. Des artistes, notamment de la Gambie et du Nigeria, ont aussi apporté leur touche à la soirée, au grand bonheur du public et surtout de la communauté africaine de Dallas. Nous avons eu vraiment des prestations assez mixtes, si je peux me permettre de le dire, de différents pays. Et voilà, c'était vraiment extraordinaire. C'était ma première fois de participer à cet événement. Donc j'ai découvert de nouveaux producteurs, de nouveaux films, ce que je ne savais pas. Et j'ai vu notre culture africaine en fait présentée aux Américains sous une autre couleur. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Satisfaction donc pour le fondateur du festival qui, depuis sa création, se bat pour donner de la visibilité au cinéma africain. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de travail à faire pour atteindre plus de pays en Afrique. Et nous espérons seulement qu'ils s'agrandissent pour l'année prochaine. Et pour la prochaine édition, les cinéastes ont promis de se retrouver encore pour échanger sur le cinéma africain afin que leurs films soient plus disponibles à travers le monde. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.